Nvidia trouve un moyen de booster les performances de votre PC en jeu jusqu'à x7, celle d'Intel progresse grandement en gaming, et Google trouve peut-être une solution pour sauver la crise de la RAM. Ou pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cet Hardware & Chill numéro 14 dans lequel on va traiter de l'actualité hardware, tech et gaming de la semaine. On commence avec une info un peu choc pour montrer encore une fois qu'il ne faut pas prendre certains risques même pour gagner un maximum d'argent. Un ancien ingénieur de chez TSMC, donc la plus grosse fonderie de microprocesseurs avec laquelle bossent AMD, Nvidia, Intel, d'autres marques plus récentes de cartes graphiques chinoises, a tenté de voler, de transférer des documents concernant le 2 nanomètres de chez TSMC. Il a voulu les filer à son nouvel employeur pour probablement gagner un max de thunes, avoir une promotion, et pour cela, il risque 14 ans de prison. Et apparemment, il ne serait pas seul dans l'affaire, puisque un autre ancien employé de chez TSMC, qui est actuellement chez Intel, serait apparemment impliqué là-dedans. Donc on commence fort avec un rappel de la vie qui nous dit « Pour réussir, il faut travailler fort ». Bon, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, il ne faut pas essayer de voler des grosses entreprises comme ça parce que sinon, vous allez la finir en prison, votre vie. On passe maintenant du côté de chez Microsoft, plus précisément Windows 11. Vous devez le savoir si vous avez installé Windows sur ces 2 dernières années. Autrefois, il était possible de soit se connecter sur un compte local, donc créer une session dès l'installation de Windows, soit de se connecter à son compte Microsoft. Pour le compte Microsoft, il fallait juste rentrer votre adresse mail Microsoft, justement, avec le mot de passe, tout ça, et au final, vous retrouvez beaucoup de choses que vous aviez déjà installées sur votre ancienne machine. Le problème, c'est que pour plein de raisons, beaucoup de gens ne voulaient pas fonctionner comme ça. C'est mon cas. Et là, depuis quelques années, c'est obligé. Vous n'avez plus le choix entre créer une session ou vous connecter. Il y avait néanmoins une solution magique, un petit code nommé Bypass Enero à taper, mais ça aussi, ça a été enlevé. Donc forcément, ça a beaucoup gueulé, et c'est là qu'on en vient à la petite news, encore une fois, de chez Ginfo. Apparemment, il y a un sondage qui a été fait. Apparemment, il y aurait plus de 50% des concernés qui choisiraient un compte local, qui ne veulent pas se connecter avec leur compte Windows. Même si en toute honnêteté, on n'en doutait pas trop. 35% d'entre eux aimeraient au moins avoir le choix. Bon, je pense qu'à partir du moment où on le souhaite, ce choix, c'est soit un petit besoin de liberté, soit juste qu'on n'a pas envie de se connecter avec ce putain de compte. 7% disent vouloir conserver un compte. Bon, il est vrai que pour certains, ça peut apporter une certaine facilité de tout reconcentrer sur le même PC sans devoir réinstaller et tout. Et 3% disent ne pas être dérangés. Donc eux, clairement, ils s'en battent les reins, ils s'en foutent. Le fait est que suite à tout ça, Microsoft envisagerait peut-être de relaisser le choix aux gens. Donc attendons de voir ce qui se passe. Pour l'instant, c'est peut-être juste des belles paroles, mais il est vrai qu'être obligé de se connecter sur ce putain de compte, c'était un petit peu une plaie. Et d'ailleurs, en parlant de Windows 11, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que votre version de Windows est activée? Parce que si ce n'est pas encore le cas, j'ai une solution pour vous. Laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, VPureCDKey. Il s'agit d'un site sur lequel on va retrouver des clés d'activation Windows. Nous, celle qui nous intéresse ici, c'est la version 11 Pro. On la retrouve beaucoup moins chère que sur le site officiel de Microsoft. Mais en plus de ça, lors de l'achat, si vous rentrez mon code DDVIP, vous allez bénéficier d'une promotion de 25%. Une fois que vous avez passé la commande et payé votre clé, vous allez la recevoir instantanément. Pour la récupérer, il vous suffit d'aller dans le centre d'utilisateur qui se trouve en haut à droite du site. Et là, vous pourrez récupérer la clé que vous venez d'acheter. Vous allez ensuite dans les paramètres d'activation. Vous insérez ensuite votre clé, vous appuyez sur suivant. Et ça y est, votre version de Windows 11 sera activée. On peut également retrouver sur le site des clés d'activation Microsoft Office. Vous rentrez le code DDVIP et elle passe de 37,80€ à 28,35€, soit une remise de presque 10€. Et pareil, vous n'avez plus qu'à activer votre Microsoft Office. Si vous avez le moindre souci avec l'un de votre achat, pas de panique, vous ne vous êtes pas fait arnaquer. Il y a un service client disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ils vous échangeront ou rembourseront votre clé si nécessaire. Si ça vous intéresse, vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo. Moi, je remercie VPureCDKey de me soutenir depuis si longtemps. Et sur ce, on retourne au sujet principal. Intel ont sorti il y a quelques jours la carte graphique Arc Pro B70, qui est, comme son nom l'indique, une carte à usage destinée aux pros, notamment avec ses 32 Go de VRAM. C'est une solution qui est pas mal adoptée par certains pros parce qu'elle coûte beaucoup moins cher que les cartes pro de chez Nvidia par exemple. Et ici, le site Ginfo nous indique qu'après test, on observe une progression en jeu de 45% par rapport à la B60, la carte qui la précède. Et c'est plutôt intéressant parce que cette carte devait avoir une déclinaison gaming, donc la B770 qui, elle, n'est pas forcément dédié aux pros, même si généralement quand Intel font des cartes de jeu, c'est un petit peu destiné aux deux. Mais malheureusement, on n'a pas de nouvelles concernant cette B770. Il y a eu des histoires d'annulation ou de report, mais voilà, pour l'instant, on n'a rien. Et là, celle-ci montre donc une progression en jeu. Est-ce que c'est une volonté de la part d'Intel de créer de grosses cartes qui seraient polyvalentes plutôt que d'avoir des modèles pro et des modèles gaming? Et ici, c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même une marge de progression en jeu qui est faite. Je pense pas que ça veuille dire qu'Intel cherche à faire des cartes
pro polyvalente. Tout comme Nvidia, Intel démarque assez bien ses gammes pro et gaming, même si du côté d'Nvidia avec les 90 parfois on sait pas trop où danser. En tout cas c'est très intéressant à savoir, d'autant plus que récemment on a vu passer sur Videocart que la Pro B70 était devenue la carte la plus vendue sur le site Newegg. Enfin la carte graphique pro, pas toute carte graphique confondue, mais en tout cas pour les PC de travail. En soi c'est pas très étonnant puisque la carte ne coûte que 950$ pour avoir quelque chose d'équivalent chez la concurrence, c'est vachement plus cher. C'est cool que Intel arrive à se positionner là-dessus. Bon, encore une fois, ça leur donne une image très pro plus que gaming, alors que c'est quand même quelque chose qu'ils ont essayé de développer ces dernières années. Comme les autres, Intel ont tout intérêt à se concentrer dans le pro, hein, s'ils veulent gagner de la thune. Pour l'instant, c'est vraiment le sujet. Content de voir que malgré un départ assez, je dirais pas mauvais, mais timide de leur part dans le monde de la carte graphique, ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. On fait une petite boucle et on passe du côté console. Apparemment, PlayStation aurait retiré la mention PC de certains de ses studios. Pour ceux qui se souviennent, il y a 2 ou 3 épisodes de ça, j'avais parlé du fait que PlayStation allait arrêter de faire des versions PC de leurs exclusivités. Souvent, quand des gros jeux Sony du type Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Spider-Man sortaient, au bout d'un an ou deux, on avait un portage sur PC. Et PlayStation serait apparemment en train de revoir sa stratégie. Il n'y a pas encore eu d'annonce officielle, mais il y avait beaucoup de moves, de petites manœuvres de leur part qui laissaient penser qu'ils allaient arrêter tout ça, qu'ils allaient arrêter de placer leurs jeux sur PC, leurs exclus. Et là, depuis 2-3 jours, il y a pas mal de sites d'actu gaming et tech qui relayent le fait que il y a des mentions PC qui ont été enlevées de leur site. Encore une fois, Sony, PlayStation n'ont absolument rien communiqué directement, mais ça veut un petit peu tout dire. Je vous avais déjà donné mon point de vue là-dessus. D'un côté, je trouve ça assez logique de leur part s'ils veulent continuer à vendre des PlayStation, parce que comme je l'ai dit, personnellement j'ai la PlayStation 5 depuis pratiquement le jour de sa sortie, je l'ai eu peu de temps après, et finalement je m'en suis pratiquement jamais servi parce que j'en ai pas vraiment eu l'occasion. Il y a plein de jeux qui sont sortis dessus, les gens qui vont dire que le catalogue est vide et tout, ça c'est pas vrai du tout, c'est juste que tous ces jeux sont déjà disponibles sur PC, et dans la plupart des cas sur PC on peut les avoir moins cher, on a une qualité graphique qui est meilleure, bon, il y a des histoires de stabilité, tout ça, on va dire que ça dépend un petit peu du jeu, hein. Et dans mon cas, la plupart du temps quand un jeu sortait sur PlayStation, je savais automatiquement qu'il allait sortir sur PC plus tard, donc forcément je ne le prenais pas sur la PlayStation, et je pense que c'est le cas de tous ceux qui ont ce combo PC-PlayStation. Donc même si Sony ont un intérêt à vendre leurs jeux sur PC puisqu'ils touchent un public beaucoup plus large, finalement je pense que ça ralentit fortement aussi leur vente de PlayStation. Donc les avis sont un petit peu divisés là-dessus, je sais que pas tout le monde est d'accord avec ça, mais moi je trouve ça logique. Je suis et je reste un pro PC, je ne vais jamais recommander une PlayStation ou n'importe quelle autre console à côté d'un PC, mais dans une situation comme celle-ci, je pense que oui, si Sony veut continuer à vendre des PlayStation, ils doivent proposer quelque chose d'unique dessus. On reste dans le jeu vidéo avec quelque chose d'assez intéressant que j'ai vu passer sur le site Cocodeland concernant le jeu Resident Evil Requiem. Pour ceux qui suivent la série de ce jeu depuis quelques années, vous avez pu constater qu'il y a eu un gros changement, une grosse évolution au niveau de la dynamique, des caméras, tout ça. Avant, on avait des caméras qui étaient fixes et puis on a eu des caméras qui étaient sur le dos, donc à la 3e personne, et plus récemment avec le 7 et le 8, on a eu des vues à la 1re personne qui donnaient une immersion horreur assez différente. Ça adoucissait un petit peu ce côté jeu d'action qui avait été instauré depuis le 4 et on repassait sur de l'horreur. Avec ce 9e épisode, donc Requiem, Capcom ont fait quelque chose de super intelligent et ils ont mis la possibilité de jouer avec les 2 caméras. Lorsqu'on joue Grace, on a la vue en 1re personne puisque Grace ça représente vraiment l'horreur du jeu, puisqu'on est beaucoup plus démunis, on n'a pas beaucoup d'armes, elles ne sont pas très puissantes, tout ça. Et dès qu'on passe sur Léon, on passe en 3e personne pour être un peu plus en mode action puisque Léon a des armes à n'en plus finir et que même avec des coups de poing, il peut péter les zombies. Donc ils ont vraiment mélangé les deux, mais ce qu'il y a c'est que dans les deux, on ne retrouve absolument pas l'empreinte des premiers Resident Evil, qui avaient des caméras fixes. Et là donc sur le site de Cocodeland, j'ai vu passer cette petite actu qui montrait à quoi pourrait ressembler Resident Evil 9 avec des vues figées comme c'était le cas avant. Et il faut admettre que c'est une toute autre ambiance, le jeu est complètement différent comme ça. On a beaucoup moins de visibilité sur ce qui se passe, on peut voir des ennemis surgir dans les coins alors qu'on ne soupçonnait absolument pas qu'ils allaient être là. Autant j'adore la vue à la 1re personne parce que ça donne un côté assez immersif, mais là vraiment il y a quelque chose de terrifiant à ça. Et ça démontre bien que malgré les graphismes, malgré les musiques, le sound design et tout ce qu'il y a derrière un jeu vidéo, l'immersion reste malgré tout l'un des points les plus importants. On retourne côté hardware avec une news assez surprenante. J'ai pas l'habitude de partager des choses comme ça sur cette chaîne, mais là je trouve ça super intéressant et inspirant. FlowUp, l'entreprise de PC qui a donc été créée par les French Hardware, j'ai très peu l'habitude de parler d'eux sur ma chaîne, enfin du moins de FlowUp, pas de French Hardware, là il y a absolument aucun souci, mais plus de FlowUp parce que étant donné qu'on est potes, qu'on se connaît, ça pourrait être un petit peu vu comme du copinage. Il y a toujours un petit souci quand on parle des produits vendus par d'autres créateurs de contenu, c'est que si on en dit du bien, ça peut être vu comme
copinage, c'est les potes, tout ça, voilà. Et à l'inverse, si on en dit du mal, bah on est jaloux et tout. Bon, personnellement, je préfère me positionner publiquement le moins possible, juste pour pas créer du blabla pour rien. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un truc très cool les concernant leur entreprise, parce que c'est quand même fou. Ils ont ouvert à FlowUp un nouvel entrepôt, une nouvelle production à l'étranger, et précisément en Bulgarie. Et ils sont allés repiocher un gars avec qui ils avaient fait une vidéo justement en Bulgarie, où ils avaient monté un PC dans sa boutique. Si vous les suivez un petit peu sur leur chaîne, ils ont parlé il y a quelques semaines du fait qu'ils commençaient à ne plus avoir aucune place dans leur entrepôt, que tout était entassé l'un sur l'autre. Et c'est vrai que personnellement, j'y suis allé peut-être 2 ou 3 fois, et ça fait un petit moment que j'y suis plus allé. Et déjà à l'époque, c'était un foutoir, pas en mode bordélique parce qu'ils laissent tout, mais parce qu'ils savaient pas faire autrement. Ils travaillent avec beaucoup de monde, ils ont énormément de matériel, ils ont plusieurs lignes de production, ils doivent stocker et tout. Bon, et ils parlaient de devoir s'agrandir, et ça a été fait, mais en Bulgarie. Ça force le respect. Il faut se rendre compte quand même que ces mecs ont commencé YouTube quand ils avaient peut-être 14-15 ans. Moi je les ai connus, ils étaient assez jeunes aussi, et passer de faire des vidéos sur YouTube qui en soi ne réussit pas à tout le monde, mais est à la portée de tout le monde, hein. C'est pas non plus, voilà, ça demande pas des années d'études, d'expérience ou quoi. On se forge assez vite. Je le répète encore une fois, c'est accessible à tout le monde, mais ça ne réussit pas à tout le monde, hein. Je ne veux pas non plus vous vendre du rêve, il y a beaucoup de facteurs pour que ça fonctionne. Mais oui, ça reste beaucoup plus accessible et facile que de monter une société telle qu'ils l'ont fait, et surtout à leur âge. Les mecs sont dans le début de la vingtaine, et faire ce qu'ils font, ça c'est pas donné à tout le monde. On pourrait très facilement penser qu'étant donné que les mecs avaient déjà des réseaux, qui pouvaient faire leur pub, leur promotion et tout, ça a été facile, mais moi je vous le dis, j'ai également une chaîne YouTube, peut-être pas aussi grosse que la leur, mais je ne ferai jamais ce qu'ils font. Ça demande tellement de temps, d'années de responsabilité, et il faut pas croire que ces mecs ont une société et qu'ils y vont tous les mardis du mois et qu'ils arrivent à 11h midi. Non. J'ai à plusieurs reprises parlé avec eux de tout ça, de savoir comment ils fonctionnaient, comment ça évolue pour eux, et ça force le respect. Les gars sont des bosseurs, et peu importe l'image qu'on leur donne, les prix de ci et de ça, le service après-vente, il y a plein de choses qu'on peut leur reprocher parce que c'est difficile, mais peu importe la chaîne YouTube que j'ai, les moyens, tout ce que tu veux, les équipes et tout, jamais je me lancerai dans un truc pareil. Donc ouais, respect déjà d'en être arrivé là en Belgique, parce que c'est pas un pays où c'est très facile de se développer, mais en plus de ça, de se développer à l'étranger. Vraiment là, je suis pas en train de faire mousser mes potes, hein. Je salue juste ce qu'ils représentent maintenant dans le monde de l'hardware. On parle pas du groupe LDLC, de Cybertech ou quoi, on parle de 2 petits gamins de 15 ans à l'époque qui se sont lancés et qui aujourd'hui en sont là où ils en sont. Je trouvais ça aussi intéressant à partager qu'une carte graphique Intel qui fonctionne bien, ou qu'un mec qui finit en prison 14 ans pour avoir fait le con. Donc ouais, un gros GG les mecs. Pour la suite, on repasse du côté des très gros poissons. On repasse chez Nvidia avec une première annonce pour le Multi-Frame Generation en x6 et le Dynamic Multi-Frame Generation qui devrait sortir courant avril. Ils ont été annoncés il y a quelques mois avec la nouvelle version du DLSS 4.5. Et là, ouais, apparemment, ça va arriver courant avril. Donc finalement, c'est assez simple comme news, mais je suis impatient de voir ce que ça va donner réellement, de voir les retours des gens. On sait déjà que le Multi-Frame Generation n'est pas apprécié par tout le monde pour plein de raisons, mais je suis assez curieux de voir l'avis de tout le monde, notamment de ceux qui attendent réellement d'avoir des gains en jeu grâce à ça. Et on continue chez Nvidia avec cette fois-ci une news très intéressante, une nouvelle technologie, enfin pas si nouvelle, mais bien développée, on va dire. Grâce à la compression de textures neuronales, Nvidia aurait trouvé le moyen d'économiser de la VRAM jusqu'à 85%. On a cet exemple ici qui nous montre le même rendu. Forcément, si on le voit de près, on verra des différences, puisqu'il y a compression. Mais on passe de plus de 6 Go d'utilisation de la VRAM pour cette scène à moins d'1 giga pour la même scène. En gros, grâce à ça, les textures ne vont plus être stockées de manière brute en VRAM, mais vont être déconstruites en données un petit peu abstraites, puis reconstruites grâce à un petit réseau neuronal qui se trouve directement dans le GPU. Alors ici, il faut bien comprendre qu'on n'est absolument pas sur une espèce de DLSS, on n'est pas sur une espèce de génération de textures paria, non. Ce sont vraiment les mêmes textures qui sont juste reconstruites. Nvidia annonce que grâce à ça, on pourrait gagner jusqu'à 7,7 fois plus de performance dans certains jeux, dans certains scénarios. Mais en pratique, c'est beaucoup moins simple que ça, et surtout, c'est pas assuré pour tout le monde. Gardons à l'esprit que pour que ça fonctionne, il faut exécuter un réseau neuronal en temps réel, et donc ça va consommer du calcul GPU, on va taper directement dans les Tensor Core, donc il y a un possible gain, étant donné qu'on utilise moins de bandes passantes en mémoire, mais vu qu'il y a un coût supplémentaire côté calcul, le gain est incertain. Mine de rien, il y aura une dépendance à l'hardware, et bon, je pense que sur les cartes les plus récentes, comme les 5000, peut-être les 4000 et 6000 lorsqu'elles sortiront, ce sera pas forcément un problème, mais sur les cartes plus anciennes, déjà 2000 et 3000, je pense qu'on peut oublier
oublier. Parce qu'encore une fois, comme pour le ray tracing et le DLSS, c'est pas une option magique qu'on coche dans un jeu et c'est bon, ça marche. Il y a de l'hardware qui est requis derrière et malheureusement pour les cartes les plus anciennes, et je pense même que la série 4000 pourrait en souffrir un petit peu, est-ce que le gain d'un côté compensera la perte de l'autre? On sait pas encore. Bon, c'est que de la spéculation, mais en tout cas, c'est intéressant, juste, même si Nvidia le vend comme ça va décupler les performances, je pense que ça va beaucoup dépendre du contexte et de la carte graphique que vous avez dans votre PC. Mais en tout cas, c'est très intéressant, ils ont montré quelques exemples lors d'une vidéo, on peut voir qu'effectivement, les textures ne sont pas très affectées, enfin du moins pas à l'échelle où on les voit. Évidemment, elles seront impactées étant donné qu'il y a de la compression, mais je pense qu'il faut vraiment zoomer à fond dessus pour les voir, un petit peu comme les images d'aujourd'hui. Mais c'est intéressant, encore une fois, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La news suivante nous provient toujours de chez Nvidia, cette fois-ci c'est de nouveau Jensen Huang, le big boss, qui a parlé, qui s'était positionné il y a quelques semaines un petit peu face à tous les avis négatifs en disant non mais vous avez tort, vous êtes un petit peu à côté de la plaque. Il maintient sa position, mais cette fois-ci apparemment avec un ton un petit peu plus doux, un petit peu plus maîtrisé, en disant aux gens qu'ils ne doivent pas s'inquiéter parce que de leur côté, ils savent ce qu'ils font et qu'ils veulent maîtriser la chose pour que ça ne dénature pas trop les jeux qui vont être concernés. La vraie idée ne serait pas de juste repasser au-dessus de ce que les artistes on peut faire sur les jeux et de tout naturer, de tout rendre comme c'est rendu sur ce qu'on a vu, mais selon l'article de Ginchfu, de prolonger leurs intentions artistiques. Donc finalement, un petit peu d'embellir ce qui a déjà été fait par les artistes développeurs, mais sur un terrain qu'ils n'ont pas vraiment pu aborder comme ils le voulaient à cause des limitations. Donc le point de vue est intéressant, maintenant reste à voir ce que ça va être réellement parce que clairement les images que nous on a vues c'était vraiment pas ça. Pas dans le sens où c'était ultra laid et tout, ça c'est très subjectif, j'ai bien vu que des gens aimaient, des gens adoraient, d'autres détestaient, d'autres s'en foutaient complètement, mais dans le sens où on voyait très bien que les visages étaient modifiés, ce n'étaient plus les mêmes visages. Et pas juste parce qu'ils avaient été embellis ou quoi, mais parce que ça changeait complètement leur gueule. Et d'ailleurs Capcom sont passés derrière aussi en disant que de leur côté il y aurait absolument pas d'IA dans leur jeu, qu'ils n'allaient pas remplacer le travail des artistes, que voilà, l'IA ne serait pas intégrée directement aux matériaux dans les jeux, mais seulement sur tout ce qui gravite autour. Ce genre de paroles, je vous avoue que j'y accorde une toute petite confiance parce que les mentalités changent très rapidement actuellement avec l'IA. Il y en a beaucoup qui disaient que non, que jamais, et au final, si. Il y a notamment Crimson Desert qui se sont pris un drama dans la tronche à cause de ça, il y a pas longtemps, parce que des gens ont capté qu'il y avait des textures générées par IA, ce à quoi ils ont répondu qu'ils étaient contre l'IA totalement, qu'ils voulaient pas que ça impacte le jeu des gens et tout, mais que certaines textures, certains matériaux avaient été générés temporairement durant le développement du jeu et que les devs étaient pas bien repassés dessus, qu'ils avaient oublié certaines textures générées par IA. Que le but était juste de générer du visuel pour savoir vers quoi aller, comment ça allait rendre et tout, mais que derrière ça devait être retravaillé par des artistes, mais qu'ils ont oublié. C'est très bien de désamorcer des polémiques avec des belles paroles comme ça, mais est-ce que c'est la vérité? Ça, à part si des artistes du studio un jour en ont marre et ouvrent leur gueule, je pense qu'on ne le saura jamais. Et pour terminer avec les petites news Nvidia, celle-ci est assez cocasse puisque leur vidéo concernant le DLSS 5, elle s'est fait strike par YouTube. Nvidia se fait strike une vidéo du DLSS 5 qui leur appartient, avec une technologie qui leur appartient, des images qui leur appartiennent. Si j'ai bien compris toute l'histoire, il y aurait une chaîne de télévision italienne qui aurait diffusé une vidéo contenant des images de la vidéo DLSS 5 d'Nvidia. Et étant donné que la vidéo de base, donc celle d'Nvidia, a commencé à perdre en visibilité et que celle de la chaîne italienne a commencé à monter en visibilité, le système de copyright YouTube, en automatique j'imagine, a strike la vidéo de YouTube. Je pense pas que ce soit la chaîne de télévision italienne qui ait directement procédé à l'action, parce que je pense qu'absolument personne ne veut faire ça à Nvidia. Et il y a des gens qui pensent que la vidéo d'Nvidia ne va pas revenir parce que comme les images qui utilisent de l'IA n'ont pas vraiment de droit d'auteur, enfin il y a un gros flou autour de ça, elles ne sont pas vraiment protégées comme des vraies images de vraies vidéos, apparemment Nvidia ne pourrait pas la faire revenir. Ça provient très probablement d'une erreur, et puis Nvidia reste Nvidia, c'est peut-être pas les rois du monde, ils sont pas au-dessus des lois, mais je pense clairement que s'ils veulent la faire revenir cette vidéo, ils le feront. Mais c'est cocasse quand même, on dirait que même YouTube ne veut pas de leur DLSS 5. Toujours du côté Nvidia, il y aurait apparemment eu des leaks, des fuites sur les performances de leur futur 6000. Pour l'instant, je pense pas qu'on puisse beaucoup se fier aux chiffres qui ont été donnés, on n'y est vraiment pas encore. Mais par contre, il y a une phrase ici qui est très intéressante de la part de overclocking.com, c'est que les gains seraient surtout liés à l'architecture. On serait plus sur un travail du côté du ray tracing, du DLSS et de toutes les technologies qui vont autour, plutôt que sur les performances brutes. Après, je pense que ça étonne pas grand monde, puisque ça fait un petit moment que Nvidia sont très penchés là-dessus, et délaissent un petit peu, enfin pas délaissent, mais ne focus plus la puissance brute, puisque c'est plus l'intérêt aujourd'hui, et c'est plus aussi facile. On n'est plus à l'époque où il suffisait juste de réduire la gravure, ajouter plus de cœurs, rendre plus gros pour que ça fonctionne mieux, c'est plus comme ça que ça fonctionne malheureusement, sauf si vous voulez finir avec des cartes graphiques alimentées par 2 câbles 12 VH PWR et refroidis au liquide parce qu'on sait pas faire autrement, mais ça aurait totalement du sens
de voir de plus en plus les cartes graphiques tourner autour de tout ça, autour de l'upscaling, autour de l'IA, autour du ray tracing. Et ça fait totalement sens aussi avec ces histoires de compression de texture neuronale. Moi je le dis, à un moment on va finir avec des cartes graphiques qui auront 4 Go de VRAM de nouveau, même les plus grandes. Mais malgré leurs 4 Go de VRAM, elles seront vendues au même prix puisque DLSS, compression de texture et ci et ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo, mais je pense très fortement que dans une dizaine d'années, on va se retrouver avec des cartes graphiques de nouveau très petites, très plates, et qui finalement délivreront beaucoup de performances qui seront entre guillemets artificielles. Reste à voir comment ce sera développé et maîtrisé d'ici là, mais je pense très fortement que ça va arriver et que ces cartes seront vendues le même prix que les cartes d'aujourd'hui. On switch sur Google, qui a été un petit peu perçu comme le grand sauveur de la crise de la RAM ces derniers temps. J'ai vu passer plein d'articles, plein de vidéos, j'en ai même parlé un petit peu sur Twitter, j'ai juste dit une phrase, ça a déchaîné plein de gens. Frandroid qui dit « La solution radicale de Google contre la crise de la RAM est super astucieuse, voici TurboCant ». Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, TurboCant c'est une technologie qui a été dévoilée par Google il n'y a pas longtemps qui permet de réduire énormément la quantité de mémoire utilisée sans la rendre moins performante pour autant. Et encore une fois, c'est une histoire de compression. Concrètement, une IA, pour fonctionner correctement, elle doit garder plein d'informations en mémoire quand elle réfléchit. Et TurboCant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va compresser toutes ces informations, toutes les données qui sont gardées en mémoire, un petit peu à la manière d'un zip. Ce qui en résulte, c'est que l'IA peut fonctionner de manière plus rapide, en consommant beaucoup moins et mieux gérer des tâches plus longues et complexes, sans pour autant avoir besoin de plus de puissance. Et donc en faisant ça, la technologie de Google permettrait de diviser l'usage de la RAM par 6, ce qui voudrait dire que pour les mêmes tâches, on aurait besoin de 6 fois moins de RAM. Alors forcément, suite à cette annonce, on peut se dire que les gros bouffeurs de RAM auront besoin de 6 fois moins de RAM, et donc qu'ils vont en acheter 6 fois moins et que ça pourrait réguler le marché, mais c'est pas vraiment ce qui va se passer. Enfin, personne ne sait exactement ce qui va se produire, mais il y a un monde où ils vont continuer à acheter autant de RAM, c'est juste qu'ils pourront produire 6 fois plus de résultats. D'autant plus que, à l'heure où je tourne cette vidéo, Google a juste communiqué sur le TurboCant, ils n'ont pas partagé le code, ils ne l'ont pas mis à disposition, et on sait pas vraiment s'ils vont le faire et à qui ils vont le partager. Et puis même s'ils venaient à le partager et que les grosses marques, les gros bouffeurs de RAM l'utilisaient et se jeter un petit peu moins sur la RAM, rien ne dit que le marché serait régulé directement. Quoi qu'il arrive, je pense fortement que les prix ne vont pas redescendre de sitôt, enfin du moins pas là où ils étaient avant. Je pense très fortement que ça va rester longtemps assez haut, peut-être pas autant que les prix actuels, mais je pense très fortement que oui, on va pas retrouver les anciens prix. C'est exactement comme pour les cartes graphiques lors de la grosse pénurie. L'industrie a très bien vu jusqu'où pouvaient payer les gens pour acquérir une carte graphique, donc forcément les prix ne sont jamais redescendus aussi bas. Mais pour en revenir au TurboCant, ce qui est très cocasse, c'est que Google ont fait l'annonce de cette technologie, et une semaine après, il y a un développeur qui avait recréé la même technologie grâce à l'IA. C'est ridicule ce qui se passe, le monde part dans tous les sens là. Ce qui est aussi marrant, c'est que ça a créé une petite panique. On a pu voir des grosses chutes côté bourse des gros fabricants de RAM suite à cette annonce, parce que forcément sur tous ceux qui misent sur ces fabricants de RAM, il y en a plein qui ont vu l'annonce de Google et qui ont dû se dire oh putain c'est bon, c'est terminé, ça va plus vendre, ça va chuter, donc hop, on dégage. Et il y a même eu des grosses baisses de prix en l'espace de quelques jours suite à cette annonce, mais c'est reparti très vite, ils sont vite remontés. Mais il y a certains sites où j'ai pu voir de la RAM passer de 400 à 300 balles, c'est n'importe quoi. Enfin bon, en tout cas ça va dans tous les sens. Pour l'instant l'actu elle est croustillante, Bon, elle tourne beaucoup autour d'NVIDIA, de la RAM. J'essaie quand même d'aller chercher un petit peu plus en incluant du jeu vidéo également, parce que bon, pas non plus envie que ça devienne un talk show Nvidia ici, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres types de news tech que vous aimeriez voir dans cette série de vidéos, je regarderai un petit peu vos avis, et vous vous en doutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour être notifié lorsque je sors de nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Nico, on se retrouve très bientôt, en attendant portez-vous bien, bye les gens.